Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, la seule et l'unique, l'endroit où on aime parler du commandeur. Ici Hieronym toujours aux commandes, et cette semaine on va avoir un épisode un petit peu spécial, un petit peu personnel, puisqu'on va parler de mes commandants préférés pour le commandeur, bah oui, puisque voilà, on va pas parler d'autre chose. Et je tiens à vous rappeler bien sûr, évidemment, que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si jamais vous aimez les vidéos que nous faisons. Vous pouvez aussi liker la vidéo à tout moment, faire une pause, like, mon dieu c'était génial. Et ensuite également commenter la vidéo, surtout celle-ci, puisque évidemment j'aimerais aussi savoir quels sont vos commandants préférés, que vous m'en parliez un petit peu et éventuellement que vous réagissiez à ceux qui sont mes préférés. Voilà, si jamais vous avez un avis dessus. Sur ce, un petit disclaimer comme on dit pour cette vidéo. Alors du coup j'ai préparé une liste de commandants selon les couleurs, les combinaisons de couleurs. Malheureusement pas forcément pour chaque couleur, je vous expliquerai pourquoi, puisque bon, voilà, enfin je vous expliquerai pas forcément pourquoi, je vous explique pourquoi maintenant, c'est tout simplement que des fois il y a des combinaisons de couleurs qui ne me plaisent pas, ou que j'ai jamais eu l'occasion de jouer, ou qui ne m'intéressent pas. Il n'y a pas vraiment de commandants qui me plaisent. Alors dedans, je tiens à préciser, hein, c'est bien les commandants que je préfère, c'est-à-dire pas forcément les commandants qui sont les plus forts selon moi. C'est pour ça que certains decks qui semblent tomber sous le sens, dire ah ouais bah ce commandant là il est super fort. Non, moi je parle de commandants que je trouve plaisants parce que généralement ils sont assez variés, qui changent peut-être un petit peu de ce qu'on attend d'habitude de la couleur ou de la combinaison en question. Je vous expliquerai généralement pourquoi, je ne ferai pas un deck complet dessus. Voilà, mais vous avez déjà l'idée derrière la vidéo. Ensuite, je vais quand même catégoriser en 3 catégories différentes les decks, puisque tout simplement, généralement les decks, soit je les ai déjà joués, je les ai plus maintenant, donc c'est en gros ceux qui sont déjà construits. Ensuite, il y a ceux que je suis en train de jouer en ce moment, que j'ai, donc du coup ça c'est en cours d'utilisation. Et ceux que je vais peut-être faire un jour, ou qui m'intéressent, ou que j'aime bien voir en général, on va les appeler peut-être un jour, voilà. Ensuite, je vais aussi vous détailler un petit peu, est-ce que les commandants en question sont, en gros, est-ce qu'ils sont friendly, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que c'est un truc qui peut se jouer un petit peu, on va dire de manière casuale, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être un peu plus optimisé, voire même mis en compète. Bon, les decks compétitifs, j'en ai pas, enfin les commandants compétitifs, j'en ai pas mis beaucoup, parce que c'est pas le but, c'est pas comme ça que je joue. Mais bon, comme ça, voilà, vous êtes prévenus dans tout ce bloubi-boulga. En gros, on va parler des commandants. Je ne vous lirai pas le texte complet des commandants parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On a une trentaine de commandants à passer en revue. Et je vous avoue qu'on n'a pas le temps de tous les lire, sinon la vidéo va faire 2 heures. Voilà. Commençons tout de suite avec le blanc. Et non, Téchar n'est pas dedans parce que Téchar est puissant, certes, mais Téchar, voilà, il a une ligne de conduite, on sait comment est-ce qu'il fonctionne. Non, moi j'ai préféré vous prendre Anafenza, esprit de l'arbre parent, qui ne coûte que 2. Donc déjà c'est un commandant qui coûte pas cher, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Mais surtout en fait c'est un commandant Winnie White. Alors Winnie White, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, en fait on joue beaucoup de petites créatures blanches avec des effets, en fait ça se cumule, et finalement c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment une grosse menace dans le deck, c'est plus qu'au fur et à mesure les cartes vont interagir les unes avec les autres. Voilà, on va peut-être avoir un Mentor of the Meek qui va nous faire piocher, etc. avec les petites bêtes. Et Anafenza est là pour renforcer tout ça avec sa capacité. Donc, moi j'aime bien, j'ai fait ce deck Anafenza. En fait, c'était un deck que j'avais fait pour justement les joueurs un petit peu moins expérimentés dans le Commander, pour pouvoir jouer contre eux sans les défoncer. Et encore, je l'avais assez bien optimisé sans non plus aller vers le trop gros, quoi. Mais je l'avais assez bien optimisé. Et en fait, je l'ai même prêté à des nouveaux joueurs qui n'avaient pas encore leur deck. Et il y en a qui ont même gagné des parties, voilà, alors que nous on avait des decks super optimisés, un petit peu plus forts. Et les gars ont gagné des parties avec, tellement il était... en fait il était assez simple à jouer, la stratégie est pas très difficile, hein, c'est juste jouer des créatures. Et là je le trouve plutôt justement assez casual, assez friendly. Alors après évidemment il y a peut-être moyen de l'optimiser, mais je pense pas non plus que ce soit un commandant qui appelle à avoir un très très gros deck. C'est-à-dire qui défonce tout le monde, qui peut être joué en compétitif. Non, là je pense qu'on est plus sur un jeu assez casu. Mais honnêtement, Anafenza m'avait beaucoup plu quand je l'avais joué. Et voilà, je regrette un petit peu de l'avoir déconstruit, mais bon, il faut faire de la place pour d'autres decks aussi, quoi. En bleu, j'ai Tetsuko Umezawa de Dominaria, la fugitive, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup cette capacité qui est un petit peu particulière, qui joue sur des créatures qui ont une force ou une endurance de 1 ou moins. Et qui les rend imbloquables. Je le joue en ce moment ce deck et je vous avoue que je m'éclate avec. Bon, je m'éclate. Disons qu'il est sympa, il est cool. C'est un petit peu un deck que j'ai optimisé à fond, mais en fait même en optimisant à fond, la plupart du temps, il sort juste bien, il est cool.
Mais c'est peut-être pas un deck qui va gagner, c'est peut-être pas un deck qui est fait pour le très optimisé, enfin pour les decks très puissants. Disons que voilà, je le mettrai à peu près au milieu, c'est un deck qui peut avoir qui peut être joué de manière très simple aussi, donc ça, c'est un peu l'avantage, c'est que finalement l'investissement dans les cartes, il n'est pas extrême, et que du coup, vous pouvez avoir un petit deck sympa qui rend juste quelques créatures avec un de force, un bloquable, et puis voilà, du coup, ça peut vraiment être sympa. Et j'aime bien ce principe qui fait que on s'oriente plus sur des créatures, sur des petites créatures, du coup c'est un peu intéressant avec le bleu évidemment, plutôt que de se concentrer sur des contre-sorts ou etc. ou d'autres effets particuliers. En noir et en rouge, je n'ai trouvé aucun commandant qui me plaisait. Pourquoi? Parce que c'est pas des couleurs que je joue tout seul, enfin toute seule plutôt, donc du coup, voilà, j'ai pas été trop tenté, il n'y avait pas de commandant qui me sautait aux yeux, même s'il y a certainement, il y a plusieurs commandants qui sont assez puissants dans ces couleurs-là, mais moi personnellement, j'ai jamais été trop attiré par ces couleurs en monocolore. Ensuite, en vert, par contre, là j'ai trouvé, j'ai une fine compétitrice, c'est Selvala Heart of the Wilds de Conspiracy 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Selvala, en fait, c'est une créature mono vert du coup, qui aime les grosses bêtes. Plus les bêtes sont grosses, plus elle aime, parce qu'en fait, elle vous fait piocher si vous avez la force la plus élevée pour la créature qui arrive sur le champ de bataille, et aussi elle fait du mana en fonction de la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Et j'ai actuellement un deck Selvala, qui est un deck de 1v1 normalement, enfin, c'est compliqué. C'est un deck de multijoueur, que j'avais prévu comme ça à la base, j'avais mis, oh bah allez hop, je vais mettre tous les trucs sympas pour aller avec Selvala. Et finalement, quand je l'ai joué en multijoueur, quand j'ai fait les premiers tests, en fait on s'est retrouvé en Arcanomie, où en gros j'étais tout seul, et les 3 autres essayaient de me défoncer. Et je gagnais la partie. Donc voilà, c'était assez puissant, assez fort, je pense que j'ai fait un deck qui est un peu dégénéré, et en plus que j'ai encore amélioré depuis. Mais du coup je décide de le passer en 1v1, même si en fait il a encore toutes les cartes, toutes les cartes qui sont illégales en multijoueur et qui sont légales en 1v1 ne sont pas dedans. Donc en gros je le joue juste plus en multi parce que c'est beaucoup trop fort. En fait, je pense que ça peut être monté de plusieurs façons. Honnêtement, la manière optimisée, elle est finalement assez facile à atteindre, même si bon, il nous faut quand même de l'investissement dans les grosses cartes. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire de manière un petit peu plus sympathique, sans avoir à sortir les gros titans Eldrazi, etc. Donc je pense que, encore une fois, c'est la façon dont vous allez monter le deck. Ça appelle évidemment à pouvoir ramper un petit peu au fur et à mesure avec Selvala. Mais il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi le faire de manière un peu plus cool. Alors en incolore, je n'ai sélectionné évidemment aucun commandant parce que je trouve ça un petit peu insipide, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur les artefacts, les créatures incolores, et il y a très peu de rituels et d'éphémères qui peuvent être joués, donc du coup les enchantements on n'en parle même pas. Donc du coup ça fait que, honnêtement, j'aime pas trop l'incolore pour jouer en commandeur. Parlons des bicolores avec les Azorius pour commencer. J'ai 2 commandants pour vous, j'ai Taigam Maître Dojutai qui est sorti dans Commander 2017 et tout simplement qui était sur le Tribal Dragon et là qui joue surtout pour moi pour les éphémères et rituels et qui leur donne le rebond quand il est attaqué. Ça j'aime bien parce que le rebond c'est une bonne capacité et en soi je pense qu'on peut le monter de plusieurs façons. Je ne l'ai jamais monté personnellement. Mais ça peut être monté sur du simple tricks de combat en fait, tout simplement, le rendre imbloquable, lui donner des boosts, etc., le rendre indestructible, enfin vous avez compris l'idée. Et de l'autre côté, vous pouvez, à mon avis, vraiment l'optimiser à fond pour faire en sorte de raser le board plusieurs fois, par exemple pour les adversaires, dire oui, je détruis toutes les créatures qui sont trop fortes, etc. Enfin bon, honnêtement, ça peut être ça, ça peut être du contrôle, mais sans être contrôle lourd comme d'autres commandants blanc-bleu. Mais en fait, on s'oriente toujours autour de ce fameux commandant qui va du coup bourrer en fait finalement. L'autre commandant blanc-bleu c'est Temet, vizir de Nactamon, qui lui joue sur les jetons et qui en rend un imbloquable à chaque combat. Alors j'aime beaucoup le fait que ça soit une créature en fait blanc-bleu qui se soucie des jetons, puisque généralement on parle pas blanc-bleu pour les jetons, on parle blanc-vert. Ou alors, bon, il y a d'autres couleurs, d'autres combinaisons, le rouge-vert aussi fonctionne pas mal, à la limite le blanc-rouge un petit peu des fois, enfin bon, pas mal le blanc, mais le bleu, là c'était un peu inédit, et je vous avoue que j'aime bien sa capacité d'abonnement aussi, qui permet de passer un peu outre la taxe de commandement, donc moi j'aime bien ce petit côté un petit peu spécifique, et malheureusement je ne l'ai jamais joué. Passons maintenant au bleu-noir. Alors ça a toujours été une combinaison que j'ai beaucoup aimée, pourquoi? Parce que le bleu-noir c'est généralement de la meule. Mais là, le commandant que je vous ai sélectionné, parce que bon, les decks meule, j'en ai fait plusieurs, je trouve ça assez
quelconque, en fait, bah, c'est de la meule, tout simplement. Mais il y a un autre type de deck qui existe, et c'est le deck zombie, et là j'ai choisi le dieu scarabée, parce que je le trouve vraiment pété. Alors il y en a certains qui vont me dire, oui, mais bon, dieu scarabée c'est un peu chiant et tout. Oui, mais en fait moi je l'ai monté de manière zombie une époque, et avec vraiment tous les zombies, les bons zombies, en fait j'avais un tribal zombie avec le dieu scarabée en commandant, et ça fonctionnait du tonnerre de dieu. Parce qu'en fait le dieu scarabée, il y a moyen aussi de le monter en contrôle tout simplement, et de faire en sorte de contrôler les créatures adverses pour ensuite les piquer aux adversaires. Et c'est là en fait où j'aime beaucoup ce commandant, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de comment vous allez le monter, ça peut être extrêmement fair, c'est-à-dire que si vous le montez zombie, bah évidemment là c'est la puissance de vos zombies qui va déterminer la puissance de votre deck, mais par contre, si vous le montez en contrôle, bah en fait, vous allez juste piquer les créatures des adversaires. Donc c'est-à-dire si vous jouez Dieu Scarabée contrôle, et que derrière vous piquez les créatures des adversaires, qui sont en fait des créatures plus ou moins, voilà, plus ou moins pétées, mais en fait si la puissance des créatures que vous allez avoir, c'est celle des créatures que les adversaires voulaient jouer. Donc du coup, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que si vous le jouez contrôle, bah en fait, vous comptez beaucoup sur ce que les adversaires vont jouer. Et donc du coup, ça peut être, ça s'adapte en fait au niveau des adversaires et des créatures qui vont pouvoir sortir, ou vouloir sortir plutôt. En noir-rouge, j'ai un commandant, alors j'ai déjà fait des decks noir-rouge, mais celui-là je ne l'ai pas fait, puisqu'il date du commandeur 2018, c'est Xancha, agent en sommeil. J'avais beaucoup aimé cette carte, si vous avez vu mon retour sur le deck qu'il contenait, alors je sais plus c'était lequel, mais en gros j'aime bien ce côté politique en fait, où Xancha arrive sous le contrôle d'un adversaire, vous allez, l'adversaire qui le contrôle est obligé d'attaquer avec, il peut pas vous attaquer vous, donc c'est déjà pas mal. Donc du coup il est obligé de bourrer les autres. Mais en plus les autres, eux ils ont une contrepartie, c'est que sur Xancha il y a une capacité activée qui permet de piocher et d'infliger 2 au contrôleur de Xancha. Et ça c'est tout le monde qui peut l'activer, donc du coup c'est un petit peu, c'est extrêmement politique, et plus que politique en fait c'est presque psychologique, c'est-à-dire, alors combien est-ce que je vais prendre avec Xancha, est-ce que je vais la bloquer qu'une petite créature pour quand même pouvoir piocher ensuite avec, en utilisant sa capacité. Du coup, en fait, l'adversaire qui la contrôle va devoir perdre des points de vie, malheureusement. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est ce petit côté psychologique. Et honnêtement, en elle-même, elle est sympa. Et en fait, le deck que vous allez faire autour, vous pouvez faire un petit Rakdos tranquille à côté, qui est un petit peu bourrin, un petit peu agressif, c'est tout. Ou sinon, vous pouvez faire un truc beaucoup plus optimisé pour optimiser les dégâts que fait Xancha, par exemple, pour éviter qu'elle soit sacrifiée, etc. Donc ça, je pense que c'est un petit peu à la portée de tout le monde de plus ou moins optimiser le deck. Ça peut être un deck à la cool avec juste Xancha qui fait un peu le bordel, ou alors un deck vraiment super agressif qui va la rendre complètement pétée, et surtout, empêcher les adversaires de la gérer. En rouge-vert, j'ai un commandant pour moi qui sort du lot, que j'ai beaucoup aimé parce que ça a été mon premier commandant en fait. C'est tout simplement Xenagos, dieu de la débauche. Alors oui, c'est un dieu. Je sais que les gens n'aiment pas quand on joue les dieux de Theros, puisque ce sont des créatures enchantement légendaires qui ne sont pas des créatures tant qu'elles n'ont pas, tant qu'il n'y a pas une dévotion en fait aux couleurs en question, et elles sont indestructibles, donc voilà, c'est un peu la totale. Mais moi Xenagos je l'aime beaucoup pour sa capacité. J'avais fait un deck pour le 1v1 en fait qui avait des insta-kills. En gros tu jouais Xenagos, tu jouais ensuite une créature, tu la boostais et en fait elle se retrouvait vraiment... Enfin c'était... Parce qu'en plus la capacité Xenagos permet de donner la célérité et un boost en fonction de la force de la créature. Et du coup il y avait moyen de tuer avec. Mais j'aime bien ce dieu parce qu'en fait, généralement les decks aggro ils ont ce petit problème de... je vais poser mes bêtes et puis ensuite il faut qu'elles passent un tour complet pour pouvoir attaquer. Du coup, vous pouvez éventuellement déclencher un effet, etc. Bon, même si on préfère quand même les effets d'arriver en jeu. Mais là, du coup, Xenagos, lui, il passe outre, il dit, tiens, ta créature vient d'arriver, c'est une grosse bête, j'aime bien, je l'aime bien, écoute, elle va gagner plus vite et la célérité. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette capacité qui, du coup, fait que tout ce qui peut sortir du deck Xenagos, c'est une menace directe tant que le dieu est sur le champ de bataille. Et ça, j'aime beaucoup, c'est un deck rampe, finalement, qui va amener des grosses bêtes. Et là, encore une fois, je pense que c'est accessible pour tous, c'est-à-dire que vous pouvez faire un deck qui est plus ou moins optimisé, du coup va avoir un deck assez à la cool finalement qui va juste mettre des grosses bêtes et mettre quelques patates, ou alors carrément avoir des conditions de win automatiques qui peuvent rentrer dans le deck, etc., avoir optimisé à fond pour avoir les plus grosses bêtes possibles, avoir fait en sorte de ramper comme un gros taré. Donc voilà, Xenagos moi je l'aime beaucoup et je pense que vous pourrez l'apprécier aussi en tant que commandant rouge-vert.
Ensuite, en vert blanc Célestia, j'ai 2 commandants pour vous, très différents. On a Rhys l'Affranchi, alors là, ça c'est un deck que je joue en ce moment, que j'ai reconstruit, et en fait qui coûte juste 1 mana hybride vert ou blanc, du coup ce qui fait que c'est l'un des commandants les moins chers du jeu, pour pas dire le moins cher, avec tous les commandants à 1 évidemment. Et en fait Rhys joue beaucoup autour des jetons, et ce que j'aime bien avec Rhys, et ça je pense que vous pouvez l'apprécier aussi, c'est-à-dire que lui il fait des jetons, mais bon ça coûte cher, ça coûte 3 pour faire un jeton 1-1, voilà, qui a rien de spécial, hein, c'est juste un elfe. Et techniquement il y a une deuxième capacité qui permet de doubler le nombre de jetons que vous contrôlez. Alors ça c'est bien, mais surtout ce que j'apprécie avec Rhys c'est que finalement c'est pas lui le cœur du deck. Il a cette deuxième capacité qui est vraiment cool pour doubler le nombre de jetons, mais techniquement Rhys il compte beaucoup sur ce qui se passe sur le reste du deck. Si vous arrivez à créer des jetons un petit peu à droite à gauche, à doubler le nombre de jetons que vous créez quand vous en créez par exemple, tout ça ce sont des éléments qui font que Rhys est plus efficace. Mais en gros à lui tout seul il va rien faire. Il va juste faire quelques jetons, éventuellement doubler une fois de temps en temps, mais il compte énormément sur ce qui se passe autour. Et là du coup ce qui fait que pour moi je pense que c'est un commandant jeton qui est extrêmement accessible pour les nouveaux joueurs, parce que du coup en ayant juste quelques générateurs de jetons, Rhys va faire un petit boulot sans être non plus extrêmement pété. Mais évidemment si vous le jouez comme moi en extrêmement optimisé, derrière, vous pouvez avoir voilà, vos jetons qui... Vous doublez vos jetons, mais ça devient des 4-4 vols, enfin des 4-4 anges, avec le vol et la vigilance par exemple. Donc plutôt que d'être des 1-1 elfes, voilà. Donc ça c'est assez cool. Sinon il y a aussi, j'ai vu des decklists qui existaient autour de Rhys, mais en fait avec la stratégie elfe jeton. Ça c'est assez particulier, personnellement je l'ai pas monté comme ça, puisque bon, elfe jeton c'est quand même assez limité, disons-le. Le deuxième commandant vert blanc, c'est un commandant que je n'ai jamais joué, mais qui m'intéresse beaucoup puisque je l'ai vu jouer quelques fois dans des decks et non pas comme commandant. C'est Miri, dueliste de l'Aquilon, qui sortit en commandeur 2017. C'était un chat guerrier, donc voilà, c'est pour ça. Et en fait, tout simplement, ces capacités qui permettent, quand elle attaque, de n'avoir que un bloqueur pour... Enfin, chaque adversaire ne peut bloquer, en fait, il y avait une seule créature pendant le combat où elle attaque. Et en plus derrière, quand elle est engagée, donc quand elle a fini d'attaquer, voilà, elle a fait son boulot, et ben les adversaires ne peuvent pas vous attaquer avec plus d'une créature. Et c'est vraiment fort je trouve, parce qu'en fait ça limite énormément, ça vous permet de faire quelque chose que généralement j'aime pas trop faire en commandeur, c'est-à-dire de faire du all-in, c'est hop, j'ai toutes mes créatures, tiens vas-y, attaque tout sur ta gueule. Bah, le problème c'est que là du coup si on a beaucoup de créatures, alors à mon avis ça peut être joué jeton aussi, hein, mine de rien. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la mette dans le deck jeton. Peut-être une idée comme ça. Mais en gros, bah, du coup, ça fait qu'un seul bloqueur par adversaire, c'est très peu. Mais le pire, c'est que derrière, du coup, vous n'avez pas le retour de bâton. Parce que généralement, c'est un petit peu ce qu'on craint. C'est que tu attaques avec tout. Et ben derrière, si par exemple, il y a quelqu'un qui met un fog, un brouillard, boum, pas de blessure de combat. Merde. Ah bah du coup, je vais tout reprendre dans la gueule derrière. Oui. Mais là, non, parce que Miri ne n'autorise qu'un seul attaquant par adversaire. Et du coup, ce qui fait que, à moins qu'il ait vraiment de très grosses créatures, que vous soyez dans la merde, mais là c'est autre chose, ce qui fait que du coup, vous contrôlez quand même pas mal la situation et vous empêchez de prendre un retour de bâton phénoménal dans la tronche. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, Miri, honnêtement, plusieurs façons de le monter, je pense, du jeu cool à un jeu assez optimisé, je pense. Et bah écoutez, je vous conseille de vous pencher un petit peu dessus, je pense que c'est encore un commandant qui est trop peu utilisé. En Orzhov blanc-noir, alors là j'ai quelques petits favoris, j'ai beaucoup de commandants que j'aime en Orzhov, mais je me suis restreint un petit peu, j'en ai deux. J'ai tout d'abord Karlov, que je joue en ce moment, du Conseil Fantôme, qui est tout simplement un esprit conseiller qui va aimer gagner des points de vie. Vous gagnez des points de vie, il me gagne des marqueurs, vous retirez des marqueurs, il exile une créature. Donc ça j'aime beaucoup, parce qu'en fait, alors il y en a qui me diraient, oui mais il y a Aélie qui est pareil, mais elle permet d'exiler des permanents non terrain. Oui, sauf que Aélie, malheureusement, c'est un deck qui est plus autour du sacrifice. Là, Karlov, c'est vraiment un deck qui est sur le pur gain de points de vie. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de sacrifier des créatures pour gagner des points de vie, on parle juste de gagner des points de vie de n'importe quelle façon. Et dans le jeu, il existe plein de façons de gagner des points de vie, au début d'entretien, quand une créature arrive sur le champ de bataille, etc. etc. Donc ça, j'aime beaucoup.
Et c'est pour ça que Karlov, pour moi, ça reste déjà un commandant pas cher pour un blanc et un noir, et qui pour moi est assez efficace et qui a tendance à augmenter très vite au niveau du nombre de marqueurs, puisque y a 36 façons de gagner des points de vie dans Magic, et en plus généralement des façons qui sont pas chères niveau argent, mais aussi niveau mana. Donc profitez-en, Karlov pour moi c'est un deck qui est facile à monter et qui peut être optimisé un peu plus par la suite. Mais ça reste un deck à la cool quand même. Alors les autres commandants, parce que malheureusement c'est une... Enfin malheureusement, heureusement, ou plutôt c'est un groupe de partenaires, c'est Renia the Redeemer et Grave the Unredeemed, tout simplement qui sont de Battlebond, qui sont en partenariat ensemble. Du coup on a un ange blanc et un démon noir, et en fait je les aime beaucoup aussi. Je n'ai malheureusement jamais monté le deck, mais ils sont dans un deck Tessa qui est piloté par ma chérie, qui fonctionne très bien, il faut l'avouer. Et ils ont fait d'ailleurs le taf dans la dernière partie dans laquelle elle a joué. Et ce que j'aime beaucoup dans ces partenaires, et dans les partenaires qui étaient prévus, qui ont été faits dans Battlebond, c'est tout simplement le fait que les capacités se répondent l'une l'autre. Et là, on est vraiment sur... Là, on est sur du sacrifice, par contre. Et je trouve que, sans aller dire que c'est pété, disons qu'il y a de la value, c'est sûr. Mais derrière, je pense que ça reste tout à fait correct, notamment à cause des coups de mana des deux cartes. Et en fait, on a la capacité de Renia qui va faire des jetons si vous avez gagné des points de vie, et la capacité de Craft qui permet de sacrifier des créatures pour gagner des points de vie et piocher les cartes. Et mettre des marqueurs sur Craft en plus. Donc, entre ces deux-là, en fait, on se retrouve avec une synergie qui fait que, à chaque tour, y compris du coup durant le tour des adversaires, vous pouvez payer un noir, sacrifier une créature pour gagner un point de vie, piocher une carte, et mettre un marqueur sur Crave, du coup ce qui va créer à la fin du tour avec Renia 2 jetons supplémentaires. J'aime bien cette synergie là, et du coup là on est sur du sacrifice qui peut bien fonctionner. Donc là à la place d'Aeli qui est un grand classique, je vous propose ces deux là qui sont encore un peu trop méconnus, mais pour moi qui font beaucoup de boulot ensemble. Alors IZ c'est un petit peu mes couleurs préférées, c'est bleu-rouge. Et je me suis restreint, j'ai même retiré, là j'avais fait une première liste et j'ai encore retiré des commandants dedans. J'en ai sélectionné deux, un qui est un très grand classique, c'est tout simplement Saeli que je joue encore en ce moment, la talentueuse, celle du commandant 2018, le Planeswalker qui m'a beaucoup plu en fait, avec cette capacité de pouvoir réduire le coût du prochain sort pour vos artefacts, en gros ça donne de l'affinité, et ça j'aime vraiment énormément. Plus derrière, il y a aussi les stratégies jetons qui peuvent être faites autour. Et ce que j'aime bien avec Saeli, c'est que j'ai vu plusieurs fois le deck monter. La façon dont moi je l'ai monté dans la vidéo, donc là où vous avez vu que je l'avais été à fond avec les Eldrazi et tout, vraiment pour défoncer la gueule le plus vite possible. Ma version à moi finalement qui est un petit peu moins agressive avec moins de grosses cartes très chiantes, donc du coup peut-être un petit peu moins compétitive aussi. Mais quand même assez optimisé. Et j'ai vu d'autres versions, on va dire avec les jetons par exemple, parce qu'elle fait des cerveaux. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Et pour le coup, j'aime beaucoup Saeli. Donc voilà, c'est encore un commandant que je trouve assez accessible et qui a encore beaucoup de flexibilité. Donc voilà, ça peut être un deck très cool à jouer, et ça peut être un deck beaucoup plus puissant en fait, qui peut s'orienter vers le compétitif. Et l'autre commandant bleu-rouge que je vous sors, c'est un de mes préférés, mais en même temps c'est ma boîte de Pandore. Enfin, il est dans la boîte de Pandore. C'est un commandant que je n'ose plus jouer, que j'ai construit le deck, en fait, je l'ai joué 3-4 fois. On a fait 3-4 games le jour où je l'ai construit, en fait. Et j'ai décidé juste après de ne plus jamais le jouer. Je l'ai déconstruit automatiquement après, et j'ai dit, plus jamais. C'est tout simplement le dieu sauterelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le dieu sauterelle, en fait, il aime beaucoup la pioche puisqu'il crée des sauterelles, voilà, qui ont le vol et la célérité à chaque fois que vous piochez une carte. Et c'est un bordel monstrueux parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte du nombre de combos qui existent avec le dieu sauterelle. Et le problème, c'est que en construisant le deck la première fois que je l'ai fait, enfin, ou la seule fois que je l'ai fait du coup, j'ai rajouté beaucoup de trucs pour piocher, des trucs qui me semblaient intéressants avec les capacités, et je m'étais pas rendu compte que j'avais mis quasiment toutes les combos possibles dans le deck. Du coup, ce qui fait que c'était à peu près mon premier deck combo, mais involontaire, c'est assez bizarre. Donc je vous avoue que le dieu sauterelle, peut-être qu'un jour je le rejouerai, mais le problème c'est que c'est extrêmement puissant. Je tiens à vous avertir, c'est pas un deck à mettre entre toutes les mains.
Enfin, à mettre entre toutes les mains. Disons qu'il n'est pas très difficile à jouer, hein. Le but c'est de piocher. Vous piochez, vous faites des insectes, vous bourrez. C'est pas très compliqué, mais en fait, c'est pas un deck à mettre dans toutes les tables, je vais dire. Dans toutes les tables de jeu, puisque si jamais vous avez des decks en face qui sont un petit peu plus à la cool, le dieu sauterelle n'est pas là à la cool. Et si vous voulez le monter à la cool, c'est une très mauvaise idée, parce que le dieu sauterelle, en fait, il a en gros ce qu'on pourrait appeler un passif. Tout simplement, comme d'autres commandants, comme je vais prendre un au pif, non, Narset, de la bleu, blanc, rouge, la créature légendaire, qui tout simplement, on s'attend à des combos, à des tours supplémentaires avec elle. Et le problème, c'est que si vous jouez Narset ou le dieu sauterelle, du coup, sans avoir optimisé le deck pour piocher à mort, ou pour du coup faire ce que les gens attendent le plus souvent du deck, enfin du commandant, malheureusement, vous allez quand même vous faire focus, tout simplement. Donc voilà, dieu sauterelle, je vous le conseille pour le très optimiser pour les groupes de dégénérés dans lesquels vous jouez, et éventuellement pour le compétitif, pourquoi pas. Malheureusement il coûte un peu cher ce dieu sauterelle quand même, encore heureux parce que sinon ce serait vraiment beaucoup trop fort. Passons au Golgari. Et oui, en Golgari noir-vert, j'ai encore deux commandants pour vous. Un que je joue en ce moment, c'est le monstre de Gitrog. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette grenouille légendaire, tout simplement, c'est une grenouille qui se base sur les terrains, qui fait en sorte que vous pouvez en jouer un de plus, mais surtout que quand un terrain va au cimetière, peu importe d'où il vienne, eh bien, vous pouvez piocher une carte. Et ça, c'est vraiment très fort. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai fait mon petit deck Gitrog, voilà, parce que j'ai récupéré un Creuset des Mondes récemment, je l'ai acheté, et je me suis dit, bah voilà, je vais monter un petit Gitrog, tranquille. Et je vous avoue que ce deck gagne, mais je l'ai fait à la cool, c'est-à-dire que je ne l'ai pas optimisé à fond non plus, je ne l'ai pas rendu très compétitif, parce que j'avais déjà un ami avec qui j'avais joué contre Gitrog, et le problème c'est que quand on a tous les bons terrains qui pètent des terrains, qui font des trucs assez dégénérés, et en fait le Gitrog devient extrêmement puissant. Alors déjà que là il est assez puissant dans la version que je propose, mais du coup là cette fois-ci, je pense qu'il y a moyen d'être dans le très optimisé, d'être vraiment extrêmement fort, d'être à peu près au même niveau que le dieu sauterelle pour vous dire. Mais moi je joue dans une version un petit peu moins optimisée mais qui n'en reste pas moins dégénérée. Ensuite, le deuxième commandant noir-vert, ça n'est pas un commandant réanimateur, enfin pas au sens classique où on l'entend, c'est tout simplement un elfe zombie très connu, ou pas, vous voyez pas, c'est Glissa la traîtresse, tout simplement la seule créature, si je ne me trompe pas, qui a l'initiative et le contact mortel en même temps, oui messieurs dames, et en plus qui a une capacité assez sympa qui en fait va vous permettre de renvoyer les artefacts de votre cimetière dans votre main, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle est mise au cimetière depuis le champ de bataille. Et ça, c'est assez cool, parce que on est sur une logique artefact, on est en noir-vert. C'est pas vraiment la combinaison de couleurs dans laquelle on s'attend à voir de l'artefact. Il y a le bleu-rouge, maintenant, il y a le blanc-bleu qui fonctionne bien aussi autour des artefacts, le bleu-noir, le blanc-bleu-noir, mais le noir-vert, jamais. Je veux dire, le vert, c'est une couleur qui est anti-artefact de base. Mais là, on est vraiment sur de la réanimation d'artefacts via Glissa. Et du coup, j'aime bien ce petit côté-là. J'ai monté le deck auparavant, je ne l'ai plus maintenant, mais je vous avoue que c'était vraiment très sympathique à jouer. C'était pas très dégénéré, même si j'avais mis quelques bonnes cartes qui avaient des petites synergies avec Glissa, mais on se retrouve pas forcément face à un deck qui est complètement débile. On est face à un deck qui est plutôt cool, qui fait des petits trucs, qui détruit des créatures, etc. C'est un deck qui est finalement pas mal basé sur la gestion. Alors en plus, avec le noir, c'est quand même vachement faisable. Et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé jouer ce deck. Et je vous le conseille si jamais vous voulez jouer un deck qui sort vraiment de l'ordinaire, en noir-vert, avec des artefacts, et en plus un petit peu de gestion. Alors pour le Boros, le blanc-rouge, vous savez que je n'aime pas Boros, parce que malheureusement je trouve que l'agressivité à la Boros, ça ne marche pas très bien en multi. Mais j'ai quand même un commandant à vous conseiller qui, je ne l'ai jamais joué, mais je sais que c'est un commandant très populaire, que j'aime quand même parce que bon, il y a l'histoire derrière et tout, enfin voilà, j'aime bien. C'est tout simplement Gisela Lame d'Ornuit, un ange légendaire donc, qui va tout simplement augmenter les blessures que les adversaires reçoivent et diviser par 2 les blessures que vous recevez. Donc moi je trouve ça assez cool. Ça reste un commandant finalement qui ne s'oriente pas forcément que sur de l'agressivité pure, mais qui peut être sur de la gestion aussi, le fait d'infliger des blessures directes via des sorts, donc pourquoi pas. Donc voilà, moi je vous le conseille, ça reste un commandant qui est comment dire, assez populaire et qui tourne plutôt bien en Boros, même s'il coûte cher. Parlons un petit peu de Simic en vert-bleu. Alors là, Simic c'est un peu ma deuxième combinaison de couleurs préférée, il faut avouer.
j'ai deux commandants qui sortent un petit peu du lot là-dessus, c'est Rashmi, que je joue encore en ce moment, que j'avais monté auparavant, que j'ai remonté ici. Tout simplement parce que j'aime beaucoup cette capacité qui permet de lancer des sorts gratuitement depuis le dessus de la bibliothèque. Alors du coup c'est beaucoup de contrôle dessus de la bibliothèque pour que ce soit le cas. C'est un peu une sorte de mini cascade que j'aime. Et justement c'est un peu moins dégénéré que la cascade, donc c'est ça qui me plaît aussi, c'est que on n'est pas non plus sur un truc extrêmement stupide. Là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus cool. Et du coup qui peut se monter de plusieurs façons. Je l'ai vu monter en contrôle du coup à Strasbourg, je l'avais monté en tour supplémentaire la première fois, là je l'ai monté un petit peu plus en contrôle value et bon, ça marche plutôt pas mal. Et je vous avoue qu'on n'attend pas forcément grand chose de Rashmi, c'est plutôt des cartes du deck en elles-mêmes. Après Rashmi elle est là juste pour faire en sorte de vous permettre de jouer un petit sort supplémentaire par tour gratuitement si jamais vous avez bien organisé le dessus de votre deck. Pour les deuxièmes commandants, vous voyez, parce qu'ils sont deux, voilà, pour le Simic, j'ai choisi une paire de commandants, les partenaires de Battle Bond, Pyr Imaginative Rascal et Tussi Imaginary Friend, tout simplement parce que j'ai un ami Labotti qui joue cette paire de commandants, et je vous avoue que c'est assez dégénéré ce qu'il nous propose dans son deck, et généralement je suis assez admiratif, j'ai jamais joué la paire puisque je ne l'ai pas, mais j'aime beaucoup les capacités qui sont proposées sur les deux créatures, tout simplement parce qu'en fait Pyr et Tussi fonctionnent tout seuls. Je veux dire, derrière vous avez peut-être moyen de piocher un peu plus du coup avec les cartes de votre deck, vous avez peut-être moyen de mettre des marqueurs supplémentaires grâce au vert, pourquoi pas. Et en fait, finalement, Pyr et Tussi, je pense que c'est une paire de commandants qui est très flexible, c'est-à-dire vous pouvez en faire un deck très cool, finalement en mettant juste des bonnes cartes, etc., sans chercher à optimiser plus que ça. Et du coup, Pyr et Tussi vont faire le boulot, surtout Tussi, puisqu'il va être en fait une grosse bête, finalement. Et derrière, vous pouvez aussi l'optimiser comme du coup mon ami l'a fait, et derrière avoir Tussi qui commence à être imbloquable parce qu'il est marqueur +1/+1, parce que ceci, parce que cela, lui donner des compétences, enfin des capacités supplémentaires, piocher beaucoup de cartes, le faire revenir dans votre main pour ensuite le rejouer, pour ensuite piocher, enfin bon, voilà, plein de trucs comme ça, et c'est le bordel quoi. Donc honnêtement, Pyr et Tussi, un bon duo qui pour moi s'adapte quand même pas mal à ce que vous allez jouer dans le deck, mais déjà rien qu'en eux-mêmes, les deux sont quand même assez forts. Ensuite on passe un peu au tricolore. Alors les tricolores j'en ai pas choisi pour chaque combinaison de couleurs, parce qu'il y en a pas mal qui me parlent pas beaucoup, je sais pas, le tricolore c'est quand même assez complexe à gérer, donc personnellement j'ai quand même des petites préférences. J'ai tout simplement pour l'Esper blanc-bleu-noir, j'ai une créature, alors je pense que c'est peut-être la créature qui me fait le plus de l'œil, que j'aimerais bien monter un jour, mais je me dis que c'est quand même un peu salaud, c'est Merieke Riberit, et oui, pour ceux qui ne la connaissent pas tout simplement, c'est une créature qui prend le contrôle d'autres créatures en s'engageant, enfin d'une autre créature en s'engageant, et en fait elle se dégage pas, à moins que vous trouviez un autre moyen de la dégager. Mais si jamais elle est virée du champ de bataille, si jamais elle est dégagée, vous détruisez la créature, la créature qu'elle avait en fait sous son contrôle, et elle peut pas être régénérée. Et j'aime beaucoup cette capacité, j'ai un ami qui l'a montée, je n'ai malheureusement pas joué contre, mais qui l'a montée de manière en fait à pouvoir dégager Merieke de plein de façons différentes. Du coup ce qui fait qu'il arrive à contrôler énormément le board avec juste son commandant et quelques cartes à côté qui permettent de la dégager. Et du coup voilà, c'est du kidnapping, littéralement. C'est du kidnapping de créatures, et en ça, en fait, je pense que Merieke, c'est quand même du contrôle lourd, mais aussi, mine de rien, c'est un peu comme ce que je vous avais dit tout à l'heure avec le dieu Scarabée, c'est que finalement, ça dépend énormément de ce que vos adversaires vont jouer, puisque vous n'allez pas non plus ramener des cartes extrêmement pétées, vous ramenez juste les cartes les créatures que vos adversaires jouent. Donc là, encore une fois, je pense que ça peut être un deck qui est assez faire en fait, qui va être plutôt cool, puisqu'il va s'orienter uniquement sur la puissance des cartes que vos adversaires jouent. Voilà. Ensuite, en Grixis bleu noir rouge, j'ai deux commandants qui me plaisent tout particulièrement, c'est un petit peu mes chouchous, j'avoue. Il y en a un que je n'ai jamais eu l'occasion de jouer, c'est Nekusar, le terrasseur d'esprit. Alors là, c'est un classique, je veux dire, si vous le connaissez pas, c'est vraiment... Enfin, c'est un très gros classique en Grixis, si je ne me trompe pas, c'est l'un des commandants les plus populaires. Et même de manière générale, en fait, ça reste un commandant extrêmement populaire. Tout simplement, qui aime quand vos adversaires piochent, puisqu'il leur inflige des blessures à chaque fois qu'ils piochent une carte. Et en plus, il leur permet de piocher une carte supplémentaire à leur étape de pioche.
Ce que j'aime beaucoup chez Nekuzar, c'est tout simplement le fait que c'est un petit peu comme du groupe Hug, c'est-à-dire qu'il va vous faire piocher une carte en plus à chaque joueur. Mais en plus, derrière, il dit, bon voilà, je te file une carte supplémentaire, mais je te mets une petite pique derrière. C'est voilà, pouf, tu pioches trop, bah je te fais une petite pique. Et puis bah évidemment, le deck, généralement les decks autour de Nekuzar sont basés sur le fait de faire piocher tout le monde, et aussi de faire en sorte d'avoir d'autres cartes qui font que quand l'adversaire a trop de cartes en main, quand l'adversaire pioche, bah il prend des blessures, etc. etc. Et ça, c'est un petit peu la force de Nekuzar, je trouve, c'est que même quand Nekuzar n'est pas sur le champ de bataille, le reste du deck fait aussi le boulot normalement. C'est un petit peu, c'est une sorte... les decks Nekuzar, généralement, ce sont des decks dans lesquels tout le deck est orienté autour de la même thématique, voilà. C'est... je vais vous donner quelque chose en retour. Enfin, vous allez prendre des blessures, mais vous allez piocher quand même en retour. Pour moi, Nekuzar, du coup, ça fait que c'est un deck assez politique, finalement. Enfin, c'est la politique du commandeur. C'est que, bah oui, je vous fais piocher en plus, hein, voilà. Vous devriez pas vous plaindre. Vous voyez, non, mais... mais voilà, mais Nekuzar est quand même un petit saligo. L'autre commandant bleu, noir, rouge, tout simplement, c'est Mishra, prodige artificier. Alors là, c'est un deck à ne pas mettre entre toutes les mains. Pourquoi? Parce que, voilà, vous lisez la capacité s'il vous plaît, vous vous rendez compte qu'il y a un petit problème, parce que vous jouez un sort d'artefact, vous allez chercher un autre artefact qui a le même nom que le sort que vous êtes en train de lancer, vous le mettez sur le champ de bataille, il y a un problème. On est en commandeur, il n'y a pas d'artefact qui peut être mis en n'importe quel nombre d'exemplaires dans votre deck. Sauf qu'en fait, Mishra, je l'ai monté, c'était laborieux, mais je l'ai monté. Et en fait, il tournait autour de simplement du fait de, en gros, de remélanger le sort que vous avez mis dans la bibliothèque, ou de pouvoir jouer un autre sort, de pouvoir payer moins cher, enfin bon. Il y a plein de cartes en fait qui font que le Mishra peut fonctionner, et en fait c'est un petit peu un défi. Alors là, je m'adresse surtout à ceux qui aiment les défis au niveau de la construction de deck. Bah écoutez, si vous voulez un défi à la hauteur de vos attentes, Mishra c'est un vrai défi en soi à monter, et sans être un deck non plus extrêmement pété, ça reste un deck qui est quand même assez fun quand il tourne en fait, et quand il tourne pas, bah écoutez, c'est juste un artefact qui a une 4/4 pour 4, voilà, qui peut bourrer, mine de rien. Dans le Jund noir rouge vert, j'ai trouvé un commandant qui me plaît beaucoup, c'est un commandant de M19 que j'ai acquis récemment, c'est Vaevictis Asmadi, le sinistre, tout simplement un ancêtre dragon. Et j'aime beaucoup cette capacité qui fait sacrifier des permanents à chaque joueur pour ensuite révéler la carte dessus de la bibliothèque et mettre le permanent, enfin si c'est un permanent, le mettre sur le champ de bataille. Je l'aime beaucoup parce que en fait c'est un petit peu comme un Chaos Warp, la distorsion chaotique, mais bon, ça remélange pas la bibliothèque, ça fait sacrifier, donc déjà ça passe au-dessus de l'indestructible, c'est aussi une chose qui est pas mal. Donc moi j'aime beaucoup, et j'ai envie de voir un petit peu comment ça peut être optimisé, parce que je pense que ce deck-là, enfin ce commandant-là, il peut être fait de manière très cool. Je veux dire, les cartes que vous avez dans votre deck, elles vont être sympas, c'est des petits permanents qui ont des petits effets en arrivant en jeu, ou alors elles peuvent vraiment être très putes, et en fait on se retrouve avec des cartes où vous avez par exemple contrôlé le dessus de la bibliothèque, fait en sorte de mettre une grosse carte au-dessus de la bibliothèque pour tout simplement faire en sorte de péter un peu le jeu, hein, disons-le, de péter un petit peu le jeu et de, par exemple, jouer un Titan Eldrazi juste en ayant sacrifié un terrain, voilà, pourquoi pas. Donc ça peut être vraiment cool, et je pense que là, du coup, on est encore une fois sur un commandant qui dépend beaucoup du building du deck, voilà. Donc, il peut être fort, mais ça dépend ce que vous allez mettre dedans, en fait, tout simplement. Ensuite, alors il y a plein de combinaisons de couleurs sur lesquelles je n'ai pas de commandant, en Aya, en blanc-rouge-vert, du coup, en Bant, blanc-bleu-vert, en Abzan, blanc-bleu-noir, blanc-noir-vert, pardon, et en Jeskai, blanc-bleu-rouge. Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure de Narset, mais honnêtement, Narset, je ne l'aime pas, même si elle a été illustrée par Magali Villeneuve et que l'illustration est absolument magnifique, mais je ne l'aime pas du tout, donc voilà, parce que bon, combo, voilà, c'est un peu le truc que tout le monde joue autour. Donc voilà, malheureusement, Narset, je passe un peu au-dessus. Du coup, en Sultai, par contre, j'ai un commandant que j'ai joué, que j'ai déconstruit assez récemment. C'est Muldrota, la marée funéraire, elle date de Dominaria. Et j'aime beaucoup le fait de pouvoir rejouer des permanents depuis le cimetière. Ça, c'est quand même une capacité, ça donne de la value. C'est pas non plus combo, c'est ça qui est bien. Et alors, il y a des synergies qui sont vraiment pas mal dans le deck en plus possible. Et là, encore une fois, comme Vaevictis Asmadi, on se retrouve finalement dans une situation où le commandant, il est fort, il donne une bonne capacité. Je veux dire, Vaevictis donne aussi une très bonne capacité. Mais là, Muldrota en a une aussi pas mal, mais la puissance de la capacité dépend encore plus des cartes qui sont dans le deck.
Donc encore une fois, là je ne peux que redire exactement ce que j'ai dit avant, c'est que encore une fois, la puissance du deck en soi, si vous voulez faire un deck à la cool Muldrota, c'est tout à fait possible, mais la capacité sera toujours très pétée, hein, voilà le fait de rejouer les permanents. Mais de l'autre côté, si les permanents sont pas non plus extrêmement forts, vous n'avez pas l'air extrêmement menaçant. Mais derrière, si vous avez optimisé votre deck à fond, vous avez plein de permanents chiants, comme moi je l'avais fait en optimisé vraiment à fond, je veux dire, là vos adversaires vont vous détester. La puissance du deck, elle est incommensurable. Oula, j'exagère un petit peu peut-être. Un petit peu, allez. Yasova Griffe Dragon, c'est mon choix pour les couleurs Témur, blanc, pardon pas blanc, bleu, rouge, vert. Yasova que j'aime beaucoup parce que c'est une créature verte à la base mais qui a juste une capacité active, enfin déclenchée, bleu et rouge. Donc ça c'est encore pas mal aussi d'avoir ces créatures à plusieurs couleurs qui finalement ne coûtent qu'à colorer dans leur coup, j'aime bien. Et alors c'est pas un deck que j'ai fait, mais en fait c'est un commandant qui m'intéresse beaucoup. Parce que cette capacité de pouvoir prendre le contrôle des créatures, j'aime beaucoup parce que là on est quand même sur une créature bleu, rouge, vert. Je veux dire, on n'est pas sur du bleu aussi, uniquement. Il y a le rouge et le vert qui sont là aussi. Et je trouve ça assez sympa, surtout qu'il y a quand même pas mal de tricks qui sont possibles pour faire en sorte de ne pas rendre la créature, par exemple, dont vous avez pris le contrôle. Et surtout, je trouve ça assez inhabituel. Bleu, rouge, vert prendre le contrôle d'une créature. Voilà, il y a d'autres commandants qui sont beaucoup plus classiques, en fait, dans ces couleurs-là. Et du coup, Yasova, pour moi, elle sort du lot. Parlons un petit peu de commandants 4 couleurs. Alors là, j'en ai pas sélectionné beaucoup, ce sont évidemment des commandants du Commander 2016, puisque c'était un petit peu la thématique, et je n'ai pas sélectionné les commandants partenaires parce que malheureusement, j'ai du mal avec les combinaisons à me faire une idée de qu'est-ce qui est vraiment intéressant, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Donc voilà, là je vous ai sélectionné plutôt les gros commandants. Alors il y en a un que j'aime beaucoup, que j'ai joué, c'est Kinaios et Tyro de Meletis. Alors oui, ils sont gays, oui, voilà, comme ça vous c'est dit. En bleu, en rouge, vert, blanc et bleu. Tout simplement, c'est un commandant groupe Hug qui a fait en sorte de faire piocher vos adversaires, ou alors éventuellement de leur faire poser un terrain de leur main, et vous qui vous fera piocher en plus à chaque fois, évidemment. Mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que personnellement, je l'ai joué pour avoir un deck qui changeait un petit peu de ce que je jouais habituellement. C'est-à-dire, généralement, quand on a un deck assez optimisé, on joue une carte qui est menaçante, et d'un seul coup, c'est « Oh mon dieu, il a joué une carte qui est menaçante, tout le monde sur sa gueule ». Et là, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire, c'est le moment où on se retrouve avec j'en ai un peu marre de me faire systématiquement focus, en fait, quand mon deck commence à tourner. Et là, du coup, c'est un petit peu le petit moment plaisir, le petit moment détente avec Kinaios et Tyro. Alors non, no homo, voilà. C'est juste dire, là on est sur un deck qui est plus à la cool. Vos adversaires vont généralement pas gérer votre général, à moins de vouloir vous bourrer la gueule parce que vous êtes le dernier en vie, mais bon, c'est autre chose. Mais généralement, voilà, ça peut être un deck vraiment à la cool, où vous faites vos trucs dans votre coin, vous avez des petites créatures sympas et tout, et sans non plus faire de grosses tâches et faire en sorte que vos adversaires vous foncent à la gueule parce que vous avez joué des grosses cartes. Mais là c'est la surprise, parce que Kinaios et Tyro, vous pouvez le jouer du coup à la cool, et là c'est très bien, c'est un bon deck, c'est vraiment sympa à jouer. Ou alors, vous pouvez le jouer en pile forte. Alors pour ceux qui connaissent pas le pile forte, tout simplement le fait de... voilà, là je fais groupe Hug, et puis d'un seul coup, je commence à bâtir des murailles autour de moi. Vous pouvez pas m'attaquer, vous devez payer autant pour m'attaquer, vous devez payer des points de vie pour m'attaquer, plein de choses comme ça. Vous pouvez pas me cibler, j'ai l'exproof, la blague. Et puis plein de trucs comme ça, en fait, qui font que finalement vos adversaires ne peuvent plus rien vous faire. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez pouvoir du coup les bourrer, éventuellement avec des créatures qui ont le vol, avec des créatures qui sont imbloquables, mais des petits trucs de rien du tout, pas forcément des très grosses créatures. Et c'est ça que j'aime bien aussi, cette optimisation de Kinaios et Tyro, vers laquelle je m'étais orienté finalement à la fin, les dernières fois où j'ai joué le deck. Et c'est complètement débile, parce que du coup on commence à mettre des petites protections en disant oui, j'ai mis cette prison fantomale, mais juste pour me protéger, pour éviter que vous m'attaquiez. Parce que bon, des fois ça peut être, ah oui, mais attends, lui il joue groupe Hug, on peut bien l'attaquer un petit peu, voilà, il nous fera pas de mal. Et oui, là on met une protection quand même, mine de rien. Et du coup, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté-là qui peut être mis en avant dans ce deck. Alors bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté du Commander 2016, sans parler d'un commandant en particulier, vous le connaissez très certainement. Pour vous dire, sur EDH Rex, c'est LE commandant le plus populaire, celui qui a le plus de decks différents qui ont été montés autour, de très loin.
devant les autres. On est à plus de 5500 decks pour Atraxa Voix des Praetors, qui coûte un vert, un blanc, un bleu et un noir. Et alors tout simplement, pourquoi est-ce qu'elle est aussi populaire Atraxa? Pourquoi est-ce qu'elle coûte 50 $ apparemment en ce moment? Ouf, tout simplement parce qu'elle a une capacité qui est extrêmement forte, c'est au début de votre étape de fin, proliférer. Proliférer, vous choisissez n'importe quel nombre de permanents ou de joueurs, et avec des marqueurs sur eux, et vous mettez en plus un autre marqueur de chaque type déjà présent sur celui-ci. Et honnêtement, la prolifération, ça a toujours été une capacité débile. En commandeur, ça a été beaucoup joué. Et là, Atraxa, c'est simple. Atraxa, marqueur +1/+1. Atraxa, artefact avec la charge, pourquoi pas. Atraxa, Super Friends avec les Planeswalkers. Alors là, moi, je l'avais monté en Super Friends avec les Planeswalkers. J'ai fait beaucoup d'achats de Planeswalkers à l'époque pour ce deck. Ça a été une grosse dépense. Mais je vous avoue que, bon, voilà, j'ai beaucoup de très bons Planeswalkers, du coup, qui traînent. Mais ça a été un deck vraiment stupide. À partir du moment où Atraxa était en place, et où les Planeswalkers étaient là, déjà mis, enfin bon, ça devient stupide. Et c'est un deck, là, j'ai un ami qui le joue en ce moment en version marqueur +1/+1, je l'ai joué contre lui la dernière fois, et il y a un moment, c'était la panique générale, parce qu'en fait, on commençait à avoir des créatures qui avaient une vingtaine de marqueurs sur eux, wow, calmez-vous, calmez-vous. Et c'était un gros bordel. Et du coup, je vous avoue que Atraxa, ça reste un commandeur populaire. Pourquoi? Parce qu'elle est très flexible. Elle fout des patates déjà d'elle-même. Vol, vigilance, contact mortel et lien de vie, c'est déjà pas mal pour une 4/4, qui coûte que 4, mine de rien. Donc c'est vrai qu'on se retrouve face à un commandant qui est extrêmement fort par lui-même, mais en plus qui fait en sorte que le reste du deck puisse gagner encore en puissance. Et du coup, Atraxa, je vous avoue, c'est un petit peu comme les autres, je vous avais averti, hein, notamment, comme je vous avais parlé par exemple du Sauterelle, c'est tout simplement des commandants qui attirent une haine assez directe quand vous les jouez. Pourquoi? Parce que ils sont tellement forts, ils sont tellement populaires que du coup, les gens s'attendent à ce que si Atraxa reste trop longtemps sur le board, eh ben en fait, la situation dégénère et que vous ne soyez plus gérable du tout. Voilà, donc ça c'est dit, c'est un commandant que je dirais de ne pas mettre entre toutes les mains, parce que bon déjà, il faut avoir de quoi monter les decks en question, mais surtout derrière, parce que si vous voulez vous attirer une haine quasiment instantanée en révélant votre commandeur, Atraxa fait partie de ces commandants-là qui attirent beaucoup la haine des autres joueurs. Mais quand même, parce que bon, je parle de mes commandants préférés, c'est tellement flexible en fait que ça fait beaucoup de plaisir en fait quand vous pouvez le jouer, et que vous avez votre deck qui tourne autour, que vous avez les marqueurs qui pop dans tous les sens, les Planeswalkers qui d'un seul coup commencent à augmenter en loyauté à la fin de votre tour. C'est tellement bien en fait que du coup, c'est difficile de résister à Atraxa, voilà. Pour les 5 couleurs, je vous ai choisi 2 commandants que j'affectionne tout particulièrement. Tout d'abord, le premier, c'est Ramos, le dragon machine, donc qui est sorti en commandant 2017, qui est une créature artefact légendaire, qui en fait va gagner des marqueurs +1/+1 pour chaque couleur dans les sorts que vous allez lancer, et ensuite vous pouvez retirer 5 marqueurs pour faire 2 manas de chaque couleur. Vous pouvez le faire qu'une seule fois, parce que sinon ça part en combo, c'est un peu stupide. Enfin, une seule fois pendant chaque tour. Donc, j'aime beaucoup ce Ramos, je l'avais joué, c'était un deck un peu toolbox où on faisait tout, c'était du contre-sort, des belles créatures, enfin bon, plein de trucs multicolores. En plus, dans le même temps, j'avais un ami qui avait monté aussi Ramos pour le jouer aussi, hein, de la même façon, mais qui avait encore plus optimisé les couleurs en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un deck plutôt cool. Je l'ai déconstruit parce que malheureusement, c'est vrai que ça main de pouvoir faire plein de mana. Mais de l'autre côté, il me manquait peut-être certaines cartes pour pouvoir vraiment le rendre optimisé. Voilà. Mais ça peut être fait à la cool, ça peut être fait de manière beaucoup plus optimisée. Et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. C'est un 5 couleurs toolbox, voilà, qui vous permet de jouer un petit peu tout ce que vous voulez. Et la dernière carte, c'est un petit peu un hommage à ce qui s'est passé à Strasbourg. C'est Najeela The Blade Blossom de Battlebond, encore une fois. Tout simplement parce que pour moi, elle peut rentrer dans 2 catégories. C'est un commandant que je n'ai jamais monté. Mais comme je l'ai vu et que ça m'a pas mal attiré, c'était le côté combo d'un côté. Donc voilà, avec les cartes qui permettent de faire en sorte de faire du mana, et du coup de faire des phases de combat supplémentaires qui vont vous refaire du mana, qui vont vous permettre de partir en phase de combat infini en fait finalement. Donc ça c'était plutôt pas mal à voir, mais aussi il y a tout simplement le tribal guerrier, qui est quand même assez utile, qui fonctionne bien en fait avec Najeela, puisque bon, il y a des guerriers dans les 5 couleurs, et derrière les guerriers, il y a des guerriers plutôt
à la cool, vraiment, qui sont des bonnes petites créatures, mais aussi des guerriers qui donnent aussi, qui sont un peu plus pétés, qui donnent des bonnes capacités à toutes vos autres créatures et tous vos autres guerriers, par exemple. Et ça, pour moi, ce qui fait que Najila, elle va du deck à la cool, au deck bien optimisé, qui est solide, par exemple, voilà, comme je vous l'ai dit, en tribal, ou alors tout simplement le deck compétitif avec les combos dedans. Bon voilà, là je pense que c'est un commandant qui peut s'adresser à tout le monde. Vous aurez remarqué dans ma liste, parce que voilà, là je l'ai fini quand même ma liste, hein, on a parlé de beaucoup de commandants, qu'il y a quand même pas mal de cartes récentes. C'est vrai que les commandants, ben en fait, finalement Wizard s'est quand même plus intéressé aux commandeurs depuis quelques années, et du coup ils ont fait en sorte de sortir des cartes, notamment voilà, je parlais de Battle Bond, c'est vrai qu'ils avaient prévu le coup avec les partenaires pour être joués en commandant, donc c'est vrai que c'est assez cool de voir qu'on s'oriente pas mal sur les créatures légendaires durant ces dernières éditions. En plus, ça risque de continuer encore un bon moment. J'aime beaucoup aussi le fait de voir que j'ai quand même mis pas mal de cartes de commandeurs. Ça montre que finalement, même dans les designs, enfin dans les combinaisons de couleurs classiques, comme je vous ai dit, hein, voilà, généralement quand on a une combinaison de couleurs, on s'attend généralement à ce qu'elle fasse quelque chose de particulier. Mais sortir un commandant qui sort un petit peu de ce lot, enfin de cette logique, ou parfois avoir un commandant qui est tout à fait dans cette logique-là, bah, c'est vrai que ça montre qu'il y a quand même la diversité, même au sein des couleurs. Voilà. Je pense que je vais pas vous refaire le topo, de vous faire un petit topo de tous les commandants joués, mais honnêtement, enfin présentés, mais je vous avoue que moi j'aime beaucoup tous ces commandants-là, que je les ai joués ou pas, tout simplement parce qu'ils apportent de la diversité, ou alors de la puissance en fait en eux-mêmes, dans le format commandeur. Du coup, si jamais vous êtes d'accord ou pas avec moi, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à me parler aussi de vos commandants préférés, si vous en avez certains qui vous tapent dans l'œil, que vous aimez beaucoup. J'hésiterai pas à en parler avec vous. Si jamais vous avez des commandants que vous aimez mais que vous ne savez pas monter, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour éventuellement faire un deck mentor autour, ou un deck tech. Donc tout simplement, qu'est-ce que je peux mettre dans ce deck-là, voilà. Et ben je me ferai un plaisir de commencer à potasser sur le deck tech. Par contre, vous le savez certainement, on a la sortie de la guerre des Planeswalkers qui arrive prochainement, avec les armes en première, etc. On a la fin des spoilers qui va arriver. Et bien sûr, je suis déjà en train de plancher sur la liste des cartes qui sont intéressantes pour le commandeur. Là, en fait, pour vous dire, j'ai même pris de l'avance sur l'enregistrement de cette vidéo pour pouvoir commencer à plancher un petit peu plus en avant sur la guerre des Planeswalkers. Parce que je pense qu'on va devoir parler de beaucoup de choses. Et je vous avoue que voilà, j'attends avec impatience de pouvoir vous sortir cette vidéo-là. Et voilà, donc ça sera la prochaine à venir. Si vous voulez en parler d'ailleurs, si vous voulez parler de la guerre des Planeswalkers, n'hésitez pas à le faire aussi en commentaire, commencez à dire wow, « je suis trop hypé » ou pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, pour ma part, il y a pas mal de choses que je trouve intéressantes et j'ai hâte de vous en parler. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, la tour de commandement sur Twitter, @tourdecom avec 2 M, plus également sur notre adresse mail si jamais vous voulez nous proposer pour deck tech, deck mentor, etc. tourdecommandement@gmail.com, et vous pouvez me retrouver moi et Runim sur Twitter aussi, @erunimfr. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous.